Dans les années 90, les femmes du 11e arrondissement de Paris avaient peur de rentrer chez elles. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe, à cause d'un homme. Un homme que personne ne voyait venir. Un homme que la justice française avait déjà croisé et laissé repartir. Aujourd'hui, on entre dans la tête de Guy Georges, l'étrangleur de l'Est parisien. Et ce qu'on y trouve est autant un portrait criminel qu'un réquisitoire contre un système qui a failli à chaque étape. Reste jusqu'à la fin. La dernière partie est celle qui dérange le plus. Bienvenue sur Dans la tête du crime. Ici, on analyse la psychologie derrière les crimes les plus marquants de France. Comprendre pourquoi, pas seulement quoi. 3 analyses par semaine. C'est parti. L'enfant que personne n'a voulu, Guy Georges, naît le 15 octobre 1962 à Angers. Sa naissance est déjà une blessure. Il est le fils illégitime d'une Française et d'un soldat américain noir. Dans la France des années 60, c'est une double stigmatisation. Sa mère ne peut pas, ou ne veut pas, l'élever. Il est placé en famille d'accueil dès le plus jeune âge. Il passe son enfance à être déplacé. D'une famille d'accueil à une autre. D'un foyer à un autre. Sans racines, sans appartenance, sans personne qui le choisisse vraiment. Les psychologues de l'attachement ont un terme précis pour ce type de trajectoire. La désorganisation de l'attachement. Un état dans lequel l'enfant ne peut développer aucun modèle stable de relation avec les autres. Parce que les adultes censés le protéger disparaissent, changent, abandonnent. Encore et encore et encore. À l'adolescence, Guy Georges est décrit comme difficile, imprévisible, violent par intermittence. Il commence à accumuler des petits délits, des fugues, des vols, des agressions mineures. Chaque fois, le système judiciaire intervient et repart. Chaque fois, une occasion de comprendre ce qui se passe est manquée. L'invisible de Paris. Dans les années 80, Guy Georges arrive à Paris. Il a une vingtaine d'années. Il est sans emploi fixe, sans logement stable. Il dérive dans les rues du 11e arrondissement. Et il commence à observer. Ce qui se passe dans les années suivantes suit une progression que les criminologues reconnaissent immédiatement. D'abord des agressions sexuelles, dont certaines sont signalées à la police. Il est arrêté, jugé, condamné à des peines légères et relâché. Entre 1991 et 1997, Guy Georges tue 7 femmes dans Paris, toutes agressées dans ou près de leur domicile, toutes dans le même quartier. Et pendant 7 ans, malgré des signalements, malgré des condamnations antérieures, personne ne fait le lien. Les victimes. Les 7 victimes de Guy Georges avaient entre 19 et 32 ans. Elles rentraient chez elles, elles vivaient dans leur quartier, elles faisaient confiance à leur environnement, comme on le fait tous. Ce qui rend ces crimes particulièrement glaçants, c'est la banalité du contexte. Pas de situation à risque évident, juste la vie ordinaire, interrompue par un homme que personne ne remarquait. Les angles morts du système. C'est ici que l'affaire Guy Georges cesse d'être seulement un portrait criminel pour devenir un réquisitoire. Comment un homme condamné plusieurs fois pour agression sexuelle a-t-il pu tuer 7 femmes sur 6 ans sans être arrêté? La réponse est multiple et accablante. D'abord, l'absence de base de données, ADN, centralisée en France à l'époque. Des prélèvements biologiques sont effectués sur certaines scènes de crime, mais ils ne peuvent pas être croisés systématiquement. Ensuite, le cloisonnement des enquêtes. Chaque commissariat traite ses affaires de son côté. Le lien entre les meurtres n'est établi que tardivement, bien trop tardivement. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus douloureux, le profil de l'auteur présumé ne correspond pas aux stéréotypes de l'époque. Dans la France des années 90, le tueur en série est une figure américaine. Quelque chose qui n'arrive pas ici. Cette conviction implicite a contribué à retarder la prise de conscience de ce qu'on avait à faire. L'arrestation. C'est finalement l'ADN qui permet l'arrestation de Guy Georges en 1998. Un prélèvement effectué lors d'une garde à vue pour une autre affaire correspond au profil génétique trouvé sur les scènes de crime. La police réalise qu'elle a l'étrangleur de l'Est parisien depuis le début. Elle ne le savait pas. Guy Georges est arrêté. Il nie d'abord, puis avoue progressivement. Le procès de 2001 est un moment marquant de l'histoire judiciaire française. Les familles des victimes sont là, les médias du monde entier aussi. Guy Georges se présente comme une victime de son enfance, de la société, du système. Et là, quelque chose d'inhabituel se produit. À un moment du procès, face aux familles des victimes, Guy Georges s'effondre. Il pleure, il demande pardon. Est-ce authentique? Est-ce calculé?
Les psychiatres qui l'ont évalué sont eux-mêmes divisés. Certains y voient une réelle détresse émotionnelle, le signe d'une personnalité qui n'est pas dépourvue d'affect, contrairement à un psychopathe pur. D'autres y voient une manipulation de dernière minute, le réflexe d'un homme qui cherche à attendrir. La vérité est probablement quelque part entre les deux, le profil psychologique. Ce qui rend Guy Georges cliniquement fascinant et profondément troublant, c'est précisément cette ambiguïté. Il n'est pas un psychopathe au sens strict. Les évaluations psychiatriques révèlent une personnalité profondément blessée, désorganisée, incapable de relations stables. Une rage enfouie depuis l'enfance, contre l'abandon, contre le rejet, contre une société qui ne l'a jamais vraiment accueilli. Cette rage s'est transformée en violence, pas de façon inévitable, rien n'est inévitable, mais de façon compréhensible si on accepte de regarder la trajectoire dans son ensemble. Et c'est là que se trouve la vraie question que cette affaire pose à notre société. Guy Georges a traversé des dizaines d'institutions, familles d'accueil, foyers, tribunaux pour mineurs, prisons. À chaque étape, quelqu'un aurait pu intervenir différemment. Pas pour excuser ce qu'il a fait, mais pour empêcher qu'il le fasse. Conclusion. Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2001. Il est aujourd'hui en prison où il purge sa peine. Son histoire est à la fois un portrait d'un homme brisé depuis l'enfance et un miroir tendu à notre système de protection de l'enfance, à notre justice, à notre façon de traiter ceux que personne ne veut. 7 femmes sont mortes parce qu'un enfant abandonné n'a jamais reçu l'aide dont il avait besoin. 7 femmes sont mortes parce que le système judiciaire a relâché un homme dangereux plusieurs fois. 7 femmes sont mortes parce que personne n'a fait le lien assez tôt. Ce n'est pas une excuse pour Guy Georges. C'est une responsabilité collective que nous devons regarder en face. Comprendre, ce n'est pas excuser, c'est refuser que ça recommence. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, abonne-toi. 3 analyses par semaine. Et dis-moi en commentaire, selon toi, le système judiciaire français porte-t-il une part de responsabilité dans ces 7 meurtres? C'est une question difficile, mais nécessaire. Je lis tous les commentaires. À très bientôt.